À l'unité de soins intensifs du centre hospitalier Bienne, Cosimo Cellamare connaît tout le monde. Non, on recommence. Ça va? Après 52 jours aux soins intensifs, on a créé vraiment une amitié. Et puis pour moi, c'est mes sœurs, c'est mes filles, et puis vraiment, elles sont au top. Vraiment bien. Et puis je me sens comme chez moi. Désolé à dire, mais je me sens bien. 52 jours passés ici, dont 17 dans le coma. C'est un patient qui est malade du coronavirus, qui a une pneumonie donc du corona, une maladie Covid. Il a fait une défaillance respiratoire importante qui a nécessité aussi des positionnements sur le ventre pendant plus que 16 heures. Et suite à cette maladie, il a perdu des muscles, donc il était faible, il n'arrivait plus à respirer lui-même, donc on lui a dû faire une trachéostomie, c'est-à-dire on lui a fait un trou dans la trachée au niveau du cou. On l'a nourri par sonde gastrique, ce qui est tous les facteurs ensemble ont fait qu'il a eu un trouble de déglutition important qui ont nécessité justement un traitement prolongé. Ces troubles de la déglutition, appelés dysphagie dans le langage médical, sont traités par l'équipe de logopédie. Elle intervient directement sur place aux soins intensifs. Je crois qu'on sous-estime la prévalence des troubles de déglutition. Et je pense que nous, les patients peuvent profiter qu'on arrive à pouvoir utiliser un service de logopédie qui permet à détecter, diagnostiquer, traiter ça, parce que finalement, survivre, c'est une chose, mais d'avoir une qualité de vie qui est bonne, c'est autre chose. Et ça nous permet de donner quelque chose aux patients qui fait qu'ils ont une bonne vie. Sandra Bucher est responsable de la logopédie au sein du CHB. Elle n'intervient pas pour chaque patiente ou patient qui entre aux soins intensifs. Mais si une personne a passé un long séjour dans l'unité, a été nourrie par une sonde ou a été placée sous respiration artificielle, il y a des risques de troubles de la déglutition. Dans ces cas, des tests sont systématiquement effectués. Für uns steht am Anfang, dass wir die Diagnose der Patienten studieren. Die haben häufig nicht nur eine Diagnose, sondern die haben ganz viele Diagnosen und überlegen, D'abord, nous étudions le diagnostic des patients. En général, il n'y a pas un seul et unique diagnostic, il y en a plusieurs. Nous regardons ce qui pourrait avoir un impact sur la déglutition en échangeant avec les médecins et le personnel soignant. Ensuite, nous examinons la patiente ou le patient. Nous faisons des tests pour évaluer la force, la coordination, la sensibilité de tous les organes qui sont liés à la déglutition. Parfois, il faut faire un examen endoscopique plus approfondi. On passe une sonde par le nez et on peut voir le larynx et l'œsophage. Cet examen se fait avec l'aide d'un ORL ou d'un neurologue et permet d'avoir une image précise de la déglutition. als Nasen-Ohrenärztin oder den Neurologen. Und so können wir eine detaillierte Untersuchung machen vom Schlucken. Essayez de tirer la langue et appuyer contre cette spatule avec beaucoup de force. Schlucktherapie kommt sehr darauf an, was die Leute. La thérapie pour améliorer la déglutition dépend de plusieurs facteurs. Les difficultés du patient ou de la patiente, à quel point il ou elle est réveillé et peut participer. Même si les patients sont encore dans un état comateux, on les fait participer. On travaille la stimulation pour qu'ils arrivent à déglutir. Ensuite, on travaille la force, la sensibilité et la coordination de la déglutition. La meilleure thérapie, c'est de recommencer à avaler. On travaille ça avec des aliments de différentes consistances, des boissons, de la compote, de la crème glacée. On demande aux patients ce qu'ils aiment manger ou boire et on y va par petites doses pour qu'ils regagnent de la force. Cosimo Cellamare, le patient que nous avons vu en introduction, est passé par là. Et le chemin a été long. D'abord, j'étais nourri avec une sonde. Et après 30 jours, avec la logopédie, on m'a réappris à manger, à boire et à manger, mais par petites doses, mais toutes petites, toutes petites. Et ils ont fait un grand travail, avec beaucoup de patience, beaucoup. La première boisson qu'on m'a mis dans la bouche, c'était une toute petite cuillère de jus d'orange.
Pour moi, ça a été le nirvana, quoi, le top. Ce goût sucré. Et c'est comme... Ouais, c'était la nouvelle vie qui recommençait. Ouais, exceptionnel. Et après, on m'a donné une compote de pommes. Pour moi, c'était le plus grand festin de ma vie. Les troubles de la déglutition peuvent avoir de graves conséquences, comme nous l'explique la logopédiste Nora Shebesta. Le trouble de la déglutition peut être si sévère que d'une part, les patients n'arrivent pas à avaler correctement la nourriture, les boissons, mais surtout leur propre salive. Cela signifie qu'en cas de dysphagie sévère, la salive ne descend pas normalement en bas de l'œsophage, elle passe par la trachée. Cela peut provoquer une pneumonie. Pour éviter ça, on utilise une canule trachéale. Voici les divers éléments qui composent une canule trachéale. Son fonctionnement nous est expliqué par Laetitia Alberio, qui est elle aussi logopédiste au CHB. Voici une coupe transversale d'une tête. Ici, on a le nez, ici la langue, la trachée et enfin le larynx avec les cordes vocales. Lorsqu'on respire, le chemin naturel des voies respiratoires est le suivant. L'air rentre par le nez ou la bouche et ça descend ensuite dans la trachée. S'il faut poser une canule trachéale, on fait une petite incision ici dans la trachée et on y introduit la canule comme ceci. Le but avec ça, c'est de raccourcir le chemin des voies respiratoires. Lorsqu'on inspire, ça passe par la canule et lorsqu'on expire aussi. Cela veut dire qu'on n'utilise plus toute cette zone ici et du coup, on ne peut plus produire de son, donc plus parler. On ne peut plus non plus tousser, ni même s'éclaircir la gorge. Enfin, comme cette zone n'est plus utilisée, on y subit une perte de sensibilité. La pose d'une canule trachéale engendre un autre problème dont les logopédistes doivent s'occuper. Les patientes et patients doivent ensuite réapprendre à parler. En règle générale, les patients que nous avons en soins intensifs n'ont pas un trouble du langage, c'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, ils ont toujours le vocabulaire, les mots, etc. Ils peuvent lire, ils peuvent même écrire à partir du moment où la mobilité de leurs bras n'est pas entravée. Le problème est qu'ils n'ont plus de voix parce que la canule trachéale est placée en dessous du larynx. L'air ne passe plus par le larynx et ne fait donc plus vibrer les cordes vocales. Mais ils ont toujours le langage, les mots. La première chose à faire avec ces patients, c'est d'une part de faire en sorte qu'ils arrivent à avaler leur salive, on travaille cela avec une canule spéciale, et d'autre part à leur réapprendre à parler. C'est un processus qui demande du temps. Imaginez-vous, ils n'ont pas parlé pendant des semaines et ont été sous assistance respiratoire. Du coup, tout ne se remet pas à fonctionner instantanément. C'est quelque chose qu'il faut entraîner, qu'ils doivent réapprendre. Il faut d'abord réussir à reproduire des sons, puis parler assez fort pour que ce soit intelligible. Et souvent, ça prend du temps. Au début, on les fait parler quelques minutes, ils disent quelques mots, quelques phrases. Ça devient toujours plus long, un quart d'heure, une demi-heure, puis au bout d'un moment, ils arrivent à parler pendant une demi-journée ou une journée complète. Pour ce faire, les logopédistes doivent changer la canule trachéale. Quand un patient ou une patiente a une canule trachéale, on fait la chose suivante. Tout d'abord, il faut savoir que quand on arrive auprès du patient, sa respiration passe par la canule. L'air entre par la canule et ressort aussi par là. On veut changer cela. Le but est que le patient inspire par la canule mais expire par ses voies respiratoires naturelles. Cette partie-ci, c'est un filtre. Il remplit les fonctions du nez. Pour l'instant, on a une canule fermée et en bas, on a un ballonnet qui est gonflé. Son but est que la salive que le patient n'arrive pas à avaler correctement soit retenue et ne descende pas dans la trachée et que l'air arrive correctement dans les poumons. Lorsqu'on arrive auprès du patient ou de la patiente, on commence par enlever le filtre
Ensuite, on utilise une seringue pour aspirer l'air et vider le ballon. On doit ensuite aspirer la salive qui s'était accumulée. On le fait en passant par la canule. Ensuite, on retire la canule fermée et on la remplace par une canule ouverte qui a des trous. On voit qu'il y a aussi des trous sur cette partie. Ensuite, on place une valve de phonation. Il y a une membrane qui régule le passage de l'air. Maintenant, le patient ou la patiente inspire par la canule, mais lorsqu'il expire, l'air passe par en haut. La membrane de la canule bloque l'air. Cela permet d'utiliser à nouveau partiellement les voies respiratoires naturelles. Ainsi, la patiente ou le patient peut parler, tousser, s'éclaircir la gorge et ingurgiter un peu de nourriture ou de boisson. Cela permet aussi de regagner de la sensibilité. Plus de 2 ans après son hospitalisation, Cosimo Cellamare va mieux, mais il a encore des séquelles. Il a par exemple encore des pertes d'équilibre. Mais s'il a voulu témoigner, c'est pour donner de l'espoir à celles et ceux qui pourraient se retrouver dans sa situation. Il faut toujours croire à la lumière au bout du tunnel, parce que j'étais dans le tunnel, puis au bout, il y a la lumière qui commence un tout petit peu. Et tout d'un coup, la lumière devient immense. Et c'est le jour, c'est ça qui est beau. Il faut se tenir, il faut être unis dans la famille et comprendre l'un, être bien à l'écoute et avoir beaucoup de patience, beaucoup.